Bonjour à tous, et bien me revoilà avec mon bélier virtuel en 3D qui va me servir à vous expliquer pas mal de choses. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais à ce sujet. Je vais peut-être faire une série comme ça en vous expliquant pas mal de détails, notamment au sujet après de l'installation du bélier, avec comment installer la batterie, le captage de l'eau, etc. Là, aujourd'hui, je vais compléter un petit peu la vidéo précédente qui, à mon avis, était peut-être pas assez complète, assez précise sur quelques points. Et aussi, je précise que ces vidéos viennent en complément du tuto que je fais sur mon site. Voilà. Donc le tuto que je fais sur mon site, voilà mon site. Vous avez ici la page d'accueil que je vous conseille de lire, que je le dis toujours. Lisez ce qu'il y a écrit jusqu'au bout, ça vous évitera des erreurs. Et puis de me poser certaines questions. Il y a des personnes qui me disent on voudrait ton adresse mail. Ben, je dis mais vous n'êtes pas allé sur mon site. Ah ben si, ben, l'adresse mail je la donne ici. Bien sûr les gens ne lisent pas, ils regardent que les images. Donc ouais, c'est des fois un peu pénible pour moi quand même parce que je suis obligé de répéter ce qui est écrit. Les gens ils lisent pas, donc lisez avant de vous lancer, avant de me poser des questions. J'y réponds quand même aux questions, mais bon, jusqu'au jour où j'en aurai marre et puis je répondrai plus. Voilà, c'est à cause de personnes comme ça que tout va mal après, hein. Bon allez, soyez sympa. Euh, alors, ici vous avez fabriqué votre bélier, voilà. Hein, donc là ici, je donne plein de conseils. Alors pareil, lisez, surtout lisez bien pour l'histoire de profondeur de la tige filetée pour le taraudage, hein, tout ça. Bon, lisez tout ce qu'il y a d'écrit là. Hein. Prenez le temps de lire. Et il y a un autre truc qui va avec. C'est le bélier pour élèves et lycée là que j'ai fait. C'est un truc simplifié parce qu'il y a beaucoup de gamins qui m'avaient demandé pour fabriquer un bélier à l'école, pour faire voilà, pour les TIPE souvent aussi, voilà. Donc je leur ai fait un truc un petit peu spécial pour eux. À savoir que c'est un bélier avec une cloche, avec une bouteille de coca, des trucs comme ça. Et ce que vous avez, par contre, c'est la liste des raccords. Là, vous avez et puis d'autres explications. Alors les explications, j'en donne pas beaucoup là, par contre, parce que bon. Mais vous avez une liste de raccords avec quelques détails. Voilà. Bon. Évidemment, c'est l'autre le principal quand même, fabriquer votre bélier ici. Donc là, j'ai rajouté le lien vers ma dernière vidéo là, voilà. Donc vous l'avez ici. Voilà, je l'ai marqué en gros, important, regardez cette vidéo, voilà. Et là maintenant, je vais donc revenir sur mon modèle 3D et vous donner des explications. Voilà, donc on va revenir dessus. Donc, ce que j'ai rajouté par rapport à l'autre ici, c'est ici le raccord de sortie. J'ai rajouté aussi un union ici entre la vanne et le bélier, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai modifié aussi le socle ici, je l'ai rallongé, j'ai mis la fixation ici, je vais aussi vous expliquer pourquoi. Et sur la dernière vidéo que j'avais, c'était pas une crépine qui avait comme clapet de choc, c'était un clapet Europa. Là, je vous ai mis la crépine. Voilà. Donc, on va voir tout ça en détail. Donc la crépine, vous voyez ce que je vous disais, je vous en ai déjà parlé, la longueur de tige filetée, voilà, faut pas avoir très très long, ça sert à absolument à rien. Si, ça sert à déséquilibrer le clapet. Alors donc, vous voyez, avec ça, ça suffit. Les poids, il en faut pas. Donc un écrou contre écrou ici pour pas que ça se dévisse et c'est bon. Voilà. Et puis après, vous faites votre réglage de course à l'aide de ces deux écrous. Hein. Généralement, le réglage de course, il est de l'ordre de 0,9, ouais, 0,8, 0,9, peut-être un peu plus. Ça varie en fonction de la hauteur de chute et de refoulement, hein, ce réglage-là. Mais voilà, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, déjà pour démarrer votre bélier, si vous mettez 0,9, après s'il bat trop vite, eh ben, vous mettez plus de course. S'il bat trop lentement, vous la diminuez jusqu'à ce que vous tombiez sur environ un coup seconde, quoi. Voilà, à peu près. Si c'est un peu moins, c'est pas plus mal. Donc là, voilà, par rapport à l'autre, je vous ai mis ici un raccord union, comme ici. Pourquoi? Parce que si vous voulez démonter votre bélier, votre tuyau de refoulement ici va être plein d'eau.
Donc quand vous allez démonter, vous allez vider votre tuyau, vous allez vous mettre minable, vous allez vous prendre de la flotte partout. Donc ben, tant que vous y êtes à dépenser des sous, c'est pas le prix d'un raccord union et vous mettez un union ici. Donc ici c'est votre raccord qui va sur lequel va se raccorder le polyéthylène, hein, parce que je pense que vous mettrez du polyéthylène pour le refoulement, la vanne. Et derrière le raccord union. Lorsque vous voulez démonter votre bélier, ben, vous dévissez ici l'écrou du raccord union. Ben, vous dévissez l'autre écrou de raccord union, vous enlevez ici cette bride et hop, votre bélier sort entier. Et comme ça, vous ne videz pas l'eau et de la batterie et du refoulement. Voilà, ça peut être très pratique, pensez-y à ça. Voilà, ensuite pourquoi j'ai rallongé ici mon socle? Pourquoi? Parce que tout simplement, si on l'arrête par exemple ici ou là, ben ici, ça va avoir toujours tendance à tourner parce que là, vous avez de la hauteur et du poids. Vous avez le tuyau ici de refoulement qui tire dessus. Mais ici, votre raccord, il va tourner. Et ça, ça empoisonne la vie. Donc, pour éviter que ça tourne, déjà, montez à la filasse. La filasse, c'est G-Batou, hein. Donc, sous la vidéo, je vais vous mettre l'adresse d'une vidéo, un lien vers une vidéo. C'est très bien expliqué comment mettre de la filasse. C'est un jeune professionnel là, qui l'explique. Il y en a plusieurs vidéos sur internet, mais lui, bon, ben, je trouve qu'il expliquait bien. Voilà, donc montez plutôt à la filasse qu'avec du téflon, je vous le conseille, c'est beaucoup mieux, hein. Voilà, et puis le rouleau, enfin la tresse on appelle ça une poupée là, de filasse, mais vous la gardez dans un coin, elle vous servira, vous en aurez pour de nombreuses années. Le G-Batou, l'acheter en tube ou en pot, c'est pareil, ça ne sèche pas. Je dis bien G-Batou, pas G-Bajoin. Le G-Bajoin sèche, le G-Batou sèche pas. Vous le mettez dans 20 ans, vous pourrez encore l'utiliser. Moi j'ai un pot, il date de l'époque où je faisais la plomberie, donc ça remonte à la plomberie, moi, 35 ans, un truc comme ça, je sais plus, que j'ai arrêté, que j'ai fait autre chose après, donc, pour vous dire un petit peu la durée de vie du pot de G-Batou, hein, voilà. D'ailleurs, j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Et voilà, donc ça, c'est ce que je voulais préciser. Je voulais vous parler donc de ça, de la crépine. Alors, ouais, c'est tout ça. Donc la fixation, donc fixez-le de niveau aussi, c'est important. C'est très important pour le travail du clapet. Il faut qu'il soit bien, tout soit bien de niveau. Mais après, donc, je vous expliquerai pour la batterie, je ferai une autre tuto parce que évidemment, si vous mettez une batterie en acier, ce que je vous conseille, hein, il y a quand même, bon, elle va pas arriver droit sur le bélier. Je vous expliquerai tout ça. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je l'ai déjà écrit sur mon site, mais ça suffit pas. On me repose toujours les mêmes questions, donc je explique encore et je suis sûr que dans quelques temps, malgré ces vidéos explicatives, je serai obligé de recommencer. Voilà, bon ça, c'est comme ça. Je vais pas changer le monde, mais je suis là pour. J'ai choisi. Si j'ai fait des tutos pour expliquer les choses, c'est un choix que j'ai fait. Je vais pas aller non plus râler, quoi. Voilà, bon. Donc vous fixez là vos étriers comme il faut, donc tout ça c'est facile à trouver, des étriers comme ça. Bon, maintenant si vous avez un peu d'imagination, il y a d'autres systèmes de fixation, mais ça c'est vraiment bien, vous en avez même en inox comme ça. Ce que je vous conseille de les prendre en inox, parce qu'au moins si dans 2-3 ans vous voulez démonter votre bélier, ben, au moins les vis, il n'y aura pas d'oxydation sur les écrous dessous, vous pourrez dévisser facilement, voilà. C'est pas pour la différence de prix maintenant qu'il y a entre l'inox et l'acier, il n'y en a pratiquement plus de différence de prix, hein. Alors donc, bon, voilà, faites le choix, pour moi il est vite fait, je prends de l'inox. Voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, on va aller à l'extérieur, et je vais vous parler de la bonne et de la mauvaise crépine. Comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, le gros problème que l'on a maintenant, c'est de trouver des crépines de qualité. Parce que là, il y a toute une série qui sort dans les supermarchés maintenant qui ne correspond plus du tout aux valeurs que j'avais données sur mon tuto écrit de mon site. C'est-à-dire que vous pourrez, moi je vous dis de mettre une tige filetée de 6 ici, et vous rendrez vite compte que sur certaines crépines, vous ne pourrez pas mettre du 6.
c'est impossible. Il faudra mettre du 5. Voilà. Donc je pense qu'il y en a encore quelques-unes de bonnes comme ça chez des professionnels. Voilà, l'idéal, ça serait de se déplacer, plutôt que de les commander sur Internet, ou alors à part qu'ils vous donnent les cotes exactes. L'idéal, c'est de pouvoir se déplacer avec un pied à coulisse dans la poche et puis prendre la mesure ici du diamètre. Vous allez le voir, je vais vous le faire voir dans la vidéo, la différence qu'il y a entre la bonne et la mauvaise crépine, quoi. Je pense que dans quelques temps, comme je vous le disais, je vais cogiter pour vous faire autre chose comme clapet de choc qu'avec une crépine, parce que c'est vraiment pas l'idéal, ça. Maintenant, c'était bien il y a quelques années parce qu'on avait du matériel de qualité. Mais là maintenant avec le nouveau matériel qu'on trouve, c'est pas terrible. Ou alors ce qu'il faudrait peut-être faire, peut-être, je dis bien, j'ai pas essayé, ça serait de prendre une crépine pour un bélier en 20-27, parce que là c'est en 26-34, pardon, parce que là c'est du bélier en 26-34, donc je vous parlais en 1 pouce, hein, voilà. Donc ça serait de prendre une crépine en modèle au-dessus, 33-42 à ce moment-là. Et puis ici vous mettez une réduction, voilà. Vous mettez une réduction 33-26 et puis voilà quoi. Enfin 40, 42, 34, oui, voilà. À cet endroit-là, mettre le modèle au-dessus, ce serait peut-être une solution, voilà. À ce moment-là, vous pourriez mettre une tige filetée de 6, vous auriez quelque chose de plus solide. Vous pouvez toujours tenter le coup, si vous ne trouvez pas le bon modèle. Bon, allez, on va voir, on sera à l'extérieur pour voir en vrai des crépines, pas en virtuel, et on se retrouve après. Alors, voilà nos deux crépines. Alors, vous avez ici celle qui va bien, et ici celle qui va pas bien. Donc celle-ci, vous allez pouvoir lui mettre un axe de 6 mm, une tige filetée de 6 mm, M6, et celle-ci vous ne pourrez pas, ce sera M5, hein, voilà. Donc de préférence, essayez de trouver un truc comme ça. Alors je vais vous donner les cotes, il n'y a pas une énorme différence, mais ça suffit pour nous empoisonner la vie. Donc celle-ci fait 46 de diamètre, ici, celle-ci fait 50, voilà, déjà. Et après, ici, l'axe là il fait, je crois, 6 mm et demi, si mes souvenirs sont bons, ou plus, je sais plus, ouais, 6,50. Et là, celui-ci, il fait 5. Voilà, sur celle-là. Donc, ici, c'est parfait. Vous aurez un truc qui sera beaucoup plus costaud, qui sera plus facile aussi à travailler, parce que vous allez avoir plus de métal à l'intérieur pour percer pour faire le perçage, comme je l'explique sur mon site, hein. Pour faire le perçage dans le disque, sachant qu'il ne faut pas aller trop loin pour pas trop affaiblir le guide ici. Mais ça, je l'ai expliqué déjà sur mon site, j'en parle, hein. Voilà. Il faut lire, hein, ce que j'écris, il ne faut pas regarder que les images. Il y a beaucoup de gens qui regardent que les images et après ils me posent plein de questions. Bon, j'y réponds aux questions, mais souvent c'est un petit peu énervant, sachant que je me suis cassé la tête à déjà l'expliquer, quoi. Voilà. Voilà donc pour les crépines. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc, on va se quitter là. Je vais juste vous donner un petit truc de plus, une petite explication supplémentaire. Alors, voilà. Je vous ai parlé des reniflards. Des reniflards que l'on place ici à l'entrée du bélier. Mais à ce moment-là, évidemment, il ne faut pas que vous soyez en répartition, comme ça, il faut être embuté. Maintenant, vous avez une solution aussi pour faire un reniflard, mais alors extrêmement facilement. Donc, à tester, moi je l'ai déjà fait. Oui, moi ça a fonctionné. Voilà. C'est vous le laissez en répartition, comme ça, votre bélier. Vous ne le mettez pas embuté. Et pour vous faire un reniflard, mais alors là, attention, c'est hyper délicat. Vous venez faire un petit trou ici, là. Vous voyez, de part en part, à rentrer, comme je l'ai fait là, à aller à traverser le raccord ici, juste en dessous du clapet de
du clapet anti-retour ici. C'est très important, et pas après, ça marcherait pas. Hein. Pas trop loin non plus, mais juste ici, là, le plus près possible du clapet. Vous venez faire un trou de part en part, mais alors là, voilà, c'est là le problème, c'est que, attention, alors là, ici, à ce moment-là, il faut avoir un raccord en laiton et pas en acier, celui-ci. Hein. Je crois d'ailleurs que moi, j'ai dû le faire en laiton, voilà, je l'ai mis en couleur en laiton. Il vous le faut en laiton, le mal là, parce que de l'acier, vous n'arriverez pas à le percer, parce que le trou, il faut qu'il soit de 0,75 mm. Voilà, pas plus gros. Attention, parce que moi j'ai vu des gars qui disaient ouais il faut 2 mm pour le reniflard, si vous faites ça, vous allez avoir des soucis, votre clapet peut refuser de redescendre et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre des poids dessus, que vous voyez qu'il y en a qui mettent des poids à outrance dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement si vous faites, lorsque vous faites un trou ici, c'est pas l'idéal et on fait perdre de la puissance un petit peu au bélier. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit le plus petit possible, mais suffisamment gros pour pouvoir faire entrer des bulles d'air. 0,75 c'est la dimension qu'il y a sur les béliers Walton numéro 3 et pour le reniflard. Donc voilà, vous pouvez vous y fier, c'est ça. Mais attention, percer un trou de 0,75, vous avez intérêt à le faire avec un petit appareil style une Dremel ou un truc comme ça, et en y allant, mais alors en vous calant bien, parce que sinon le forêt ça pète, mais alors comme du verre. Vous risquez à en casser 3 ou 4 avant de pouvoir percer. Donc ça, si vous avez deux mains gauches, un conseil, faites-le faire à quelqu'un d'autre, parce que vous allez casser autant de forêts que vous voulez. Puis en plus, ils sont pas donnés ces petits forêts. Vous les trouvez facilement. Hein. Vous allez sur Internet, vous en commandez une pochette de 10, vous verrez. Enfin bon, c'est pas si cher que ça. Mais enfin, si vous voulez de la qualité, peut-être que là c'est cher. Ça, voilà. Bon, moi j'arrive à percer avec, mais ça m'arrive aussi d'en casser. Je peux vous dire. Mais le mieux c'est la Dremel, je trouve que j'arrive le mieux. Voilà. Et vous percez ici de part en part et vous aurez un reniflard. Alors évidemment, à côté de ça, quelque part pendu ici au bout d'une petite ficelle, un truc comme ça, mais vous mettez une petite broche. Hein. Vous faites une petite broche là, un petit peu comme une pique à escargot, là, une pique à bigorneau là, et vous faites ça avec il y a un truc qui va bien pour faire ça. Si vous allez voir un soudeur par là, et vous lui demandez qu'il vous donne une chute de rouleau de fil MIG à inox, voilà. Donc inférieur à 0,75, vous faudrez du 0,6 ou du 0,7. Ça existe sans problème. Hein. Voilà. Du 0,7, vous allez en trouver. Moi, je m'en suis récupéré comme ça. Et je fais des petites broches de 4-5 cm de long. Je lui fais un anneau au bout avec une ficelle pour pas la perdre et je la laisse accrocher au bélier. Là, ça vous permet, quand vous allez voir votre bélier, si vous vous rendez compte que votre trou est bouché, ça vous permet de le déboucher ici. Voilà. Oui, alors donc ce que je vous expliquais pour le trou trop gros ici, je vais vous expliquer ça en détail. Si votre trou est trop gros, voilà ce qui va se passer. Ce qui fait redescendre le clapet de choc, c'est pas son poids. Ça, c'est ce qui a été dit dans les années 1900, c'est ce qu'ils croyaient. Ils pensaient que c'était le poids du clapet qui le faisait redescendre. En réalité, c'est complètement faux. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la dernière vidéo. Derrière un coup de bélier, aussitôt après, il se produit une très brève dépression derrière le coup de bélier. C'est un phénomène naturel, hein. C'est le coup de bélier qui fait ça. Le coup de bélier monte en pression, une pression énorme, et il s'ensuit juste derrière, mais c'est très bref, c'est sûrement quelques millièmes de seconde, hein, une dépression qui peut être d'ailleurs très destructrice. Moi, il y a un hydraulicien qui me disait que longtemps on a cru que c'était le coup de bélier qui détruisait tout, donc ce qui est vrai, mais c'est surtout la dépression qui suit le coup de bélier qui est la plus destructrice dans une installation. Voilà. Mais là, dans le cas du bélier hydraulique, cette dépression est très utile. Elle vous permet de faire redescendre le clapet et elle vous permet, dans le cas du reniflard, d'aspirer un petit peu d'air. Ce n'est absolument pas, comme c'était dit aussi dans les années 1900, un effet Venturi. C'est complètement faux. C'est la dépression qui vient aspirer l'air. Voilà. Donc si ce trou est trop gros, eh bien cette dépression va vite s'en aller grâce à ce trou, et vous risquez de ne plus avoir assez de dépression pour faire descendre le clapet de choc. Voilà, et à ce moment-là, il faut plomber ici à outrance, ce qui n'est pas normal du tout.
Voilà pourquoi vous voyez des gens qui ont des clapets plombés, sinon le bélier fonctionne pas. C'est parce qu'il y a une prise d'air. Voilà, pas forcément par un reniflard, mais ça peut être par une fuite sur les raccords, n'importe où sur la batterie aussi. Et si la fuite, la prise d'air est trop importante, le bélier fonctionnera même plus du tout, même si vous émettez du poids. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il vous faut une étanchéité parfaite sur vos raccords. Appliquez-vous à faire vos raccords comme indiqué dans la vidéo sur laquelle je vais vous donner le lien. Faites quelque chose de sérieux, c'est très très important. Voilà. Il faut absolument aucune prise d'air, aucune fuite sur tous les raccords ici, partout. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Et là, donc, votre reniflard risque de fonctionner. Je vous dis bien, risque de fonctionner. Le reniflard, pour moi, n'est pas une science exacte, mais vous pouvez toujours tenter le coup de percer un petit trou ici. Voilà. Et à ce moment-là, si tout va bien, vous ne serez plus obligé d'aller rajouter de l'air dans votre cloche. Ça va se faire automatiquement. Alors pour ça, si vous voulez vous en rendre compte, si ça fonctionne, vous allez voir votre bélier au bout de 3 jours de fonctionnement. Voilà. Vous fermez votre vanne d'arrivée pour que le bélier s'arrête. Vous fermez votre vanne de refoulement pour pas que l'eau revienne en arrière. Et vous ouvrez votre vanne de vidange. Si vous voyez qu'il y a très peu d'eau qui sort et beaucoup d'air à forte pression, c'est que le reniflard fonctionne. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau qui sort et presque pas d'air, votre reniflard fonctionne pas. Voilà. Il faut qu'il y ait une grosse quantité d'air qui sorte pratiquement aussitôt. Voilà. Pas aussitôt, mais hop, un peu d'eau et aussitôt beaucoup d'air qui sort. Voilà. Et là, vous direz, ah, chouette, au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, vous le faites. Et vous allez vous dire, chouette, mon reniflard fonctionne. Mais, attention, même s'il fonctionne, ça n'empêchera pas que au moins une fois par semaine, allez vérifier qu'il ne soit pas bouché. Parce que un trou de 0,75, c'est pas gros, et la moindre impureté viendra le boucher. Voilà, un petit ramonage dans le trou ici avec la petite broche de temps en temps, même s'il n'est pas bouché, vous lui faites la petite série de nettoyage là-dessous et puis voilà quoi. Ça ne fera pas de mal. Je sais même plus où il est mon trou. Voilà, ici. Voilà donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. J'espère que ça va vous servir. Et je vous dis, attendez-vous à voir d'autres vidéos derrière. Toujours pour le même principe, comme ça je vais en se servant de la 3D. Je trouve que c'est bien pratique parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on montre ce qu'on veut, on peut démonter ce qu'on veut très vite et expliquer les choses avec beaucoup de précision. Donc je trouve que c'est un bon système. Voilà. Une petite précision aussi, j'ai eu sous ma dernière vidéo des discussions, notamment quelqu'un que je connais particulièrement en plus, voilà, physiquement, disons que j'ai déjà rencontré, qui me disait que, je pense qu'il n'a pas bien écouté ce que je disais dans la vidéo, que je disais que l'air dans la cloche était inutile, que la cloche était inutile dans ma dernière vidéo. Non, c'est pas du tout ça que j'ai dit ou que j'ai voulu dire. L'air dans la cloche est très utile, il en faut, sinon vous cassez tout. Et puis le bélier fonctionnerait pas de toute façon. Comme je le dis, je peux vous prouver qu'on peut faire marcher un bélier sans cloche, mais pas longtemps. Et puis de toute façon, il faut pas quoi. Voilà. Mais c'est pas. Alors ce que je disais, c'est que voilà, certains, alors quand ils expliquent le fonctionnement d'un bélier, je l'ai souvent vu ça. Et si vous avez regardé des explications de fonctionnement de bélier, c'est souvent dit. Voilà. Et ce qu'ils disent les gens, c'est que sur le coup de bélier, l'air pénètre dans la cloche. Cet air comprime. L'eau pénètre dans la cloche, comprime l'air qu'il y a dans la cloche, l'air dans la cloche se détend et c'est lui qui fait monter l'eau vers le refoulement. C'est complètement faux, c'est de la poésie comme je disais ça. Non, l'air il sert d'amortisseur et de régulateur. L'air il va vous permettre c'est lui qui va faire que
il inhibe complètement le coup de bélier passé le clapet anti-retour ici, parce que le coup de bélier est utile et indispensable, évidemment, puisque c'est le principe de fonctionnement de la machine, est indispensable dans le corps, dans la batterie et dans le clapet de choc, mais passer ici le clapet anti-retour, là il devient totalement inutile, il est même néfaste même, il est destructeur. Donc là il ne nous le faut pas. Donc pour supprimer le coup de bélier, on met une cloche. Et c'est cet air qui est dans la cloche qui va faire office d'amortisseur et qui va complètement annuler le coup de bélier. Voilà. Il ne sert pas du tout à repousser l'eau, mais c'est complètement faux ça. Voilà. C'est pour ça que je disais, la preuve, si j'enlève la cloche, le bélier va fonctionner quand même. Donc c'est bien la preuve que c'est pas l'air qui repousse l'eau. Mais ce qu'il va faire, par contre, il va venir réguler le débit de l'eau. Si vous n'aviez pas de cloche, si vous faisiez un essai de faire fonctionner un bélier sans cloche, comme ça, vous auriez l'eau au refoulement qui arriverait par saccade, par jet successif, une fois par seconde. Et tandis que si vous regardez l'écoulement d'un bélier, d'un refoulement de bélier, il est quasiment régulier. On voit bien une petite nuance mais c'est rien quoi. C'est l'eau coule, on va dire que l'eau coule régulièrement à la sortie. C'est l'air qui bien sûr qui fait office de régulateur. Là. Donc voilà, il a deux fonctions. Il régule le débit d'eau et surtout, ce qu'il fait, il arrête le coup de bélier, il inhibe, voilà, c'est son rôle. Donc c'est complètement indispensable. La cloche est indispensable et l'air à l'intérieur l'est aussi, évidemment. Voilà, je voulais faire cette petite rectification. C'est peut-être que je me suis pas bien expliqué ou bon voilà. C'est uniquement ce que j'ai dit. C'est pas autre chose aussi. Mais j'ai eu cette personne qui me posait la même question. Enfin pas la question, mais on a parlé de pression dans la cloche. Alors. Et d'autres m'ont dit aussi qu'un bélier ne montait l'eau qu'à 7 fois la hauteur de chute, mais c'est complètement faux. 7 fois, oui. 7 fois, c'est la valeur, disons, conseillée. Voilà. Pour avoir un bon débit, pour avoir un bon rendement du bélier, 7 fois la hauteur de chute. Mais sachez qu'un truc, il y a eu des essais qui ont été faits dans les années 1900 par des ingénieurs, et eux, ils arrivent à 23 fois la hauteur de chute. C'est enfin oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour un mètre de chute, on arriverait à 23 bars dans la cloche. Hein. Moi, j'ai jamais pu le faire. Ça, j'ai réussi. Alors, comment on y arriverait? Alors, en fermant ici la vanne de refoulement, vous fermez la vanne de refoulement et vous laissez tourner le bélier. Petit à petit, ça met du temps. Ça peut mettre de longues minutes, voire pourquoi pas une demi-heure pour arriver au maxi de pression. Et bien la cloche va monter en pression. Donc il faut une cloche solide si vous voulez vous amuser à faire ça et mettre un mano quelque part. Là, vous mettez un mano ici, par exemple sur la vidange là, et vous allez pouvoir lire la pression. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Là aussi, les gens, je veux plus en faire là-dessus parce que les gens, ils prenaient ça pour une machine à pression, enfin n'importe quoi. Je voulais juste faire voir qu'avec 1 mètre de chute, c'est énorme la pression à laquelle on arrive. Moi, je suis jamais arrivé à des pressions de 23 bars, hein, mais je suis arrivé à une pression de 12 bars. Voilà, et j'étais déjà très content. J'ai mon ami Patrick, lui, qui est arrivé à 14 bars avec 1 mètre de chute. Et ce qui fait qu'on monte plus ou moins haut en pression et qui est très important, c'est le clapet ici, le clapet de cloche. Là, dans le cas d'un clapet Europa, c'est pas mal parce qu'il faut laisser le ressort. Donc vous allez avoir un bon passage de l'eau et grâce au ressort, le clapet va se refermer très vite. Voilà, et ça c'est très important. Pourquoi ? Et c'est ça qui fait la montée en pression dans la cloche, où vous aurez une meilleure qualité de hauteur de refoulement grâce au clapet ici. Si vous mettez un clapet à lamelle, comme sur les béliers Walton, ben, le clapet il va s'ouvrir comme il veut, suivant le coup de bélier, et puis ben, comme il s'ouvre beaucoup, il va mettre beaucoup de temps à redescendre. Beaucoup de temps, c'est en quelques centièmes de seconde, mais beaucoup trop de temps. Et vous allez avoir de la pression d'eau qui va repartir en arrière. Voilà. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est trouver le bon compromis entre ouverture et vitesse de fermeture. Bon, voilà. Donc ça, c'est quasiment pas impossible, mais presque.
Donc ça, le clapet ici anti-retour, le clapet de cloche a un rôle très très important dans le rendement du bélier. Voilà. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour pouvoir laisser passer assez d'eau, mais il faut pas qu'il s'ouvre trop non plus, parce qu'à ce moment-là, il laissera repasser de l'eau en arrière. Voilà. Donc ça, le repas, il est pas mal finalement, ça va pas trop mal, parce que vu qu'il y a un ressort dessus, le clapet ne met pas trop de temps à se refermer, c'est correct. Voilà. Et voilà l'explication pour le clapet de cloche, hein. Donc vous voyez, il a aussi son importance. Donc les mesures, alors les mesures que j'ai fait, donc je vous dis 12 bars ou 14 comme mon ami Patrick, ou comme les ingénieurs des années 1923 bars, hein, ça voudrait dire que 12 bars, je remonterai l'eau à 120 mètres de haut, hein, d'accord. Alors là, ne rêvez pas, il y aura peu, ça c'est sur le papier, vous verriez peut-être sortir une goutte toutes les heures, c'est tout, hein. Voilà pourquoi la personne qui est intervenue sur mon site me disait c'est 7 mètres et pas plus, mais non, c'est complètement faux, ça peut être beaucoup plus. La preuve, je vous dis, faites des essais, vous verrez, mettez un mano, fermez la vanne de refoulement, vous allez voir combien vous allez monter. Et mieux que ça, sur mes vidéos, vous verrez que je parle d'un bélier Bollé installé en Dordogne, sur lequel on est intervenu avec Monsieur Walton. Ce bélier, il remonte l'eau à 90 mètres de haut, et il a seulement 3 mètres de chute. Voilà. Donc là, on n'est plus dans les 7 mètres pour un, hein, vous voyez bien. Euh, non, non, c'est vrai que 7 pour un c'est l'idéal. Voilà. Moi, je dis entre 6 et 8 pour l'idéal. Voilà. Mais après, si vous avez 10 mètres pour un mètre, ben, ça va marcher aussi, mais vous remonterez moins d'eau, hein, c'est clair, hein. C'est directement proportionnel. Voilà. Si pour un mètre de chute, vous avez 6 mètres de refoulement, vous remontez 1000 litres d'eau. Eh bien, avec un mètre de chute, et à ce moment-là, vous par la hauteur de refoulement multipliée par 2, c'est-à-dire 12 mètres, vous remonterez plus que 500 litres. Voilà. C'est directement proportionnel. Plus vous allez augmenter votre hauteur de refoulement, moins vous aurez d'eau à l'arrivée. Et pareil pour la hauteur de chute. Plus vous aurez de hauteur de chute pour une même hauteur de refoulement, plus votre bélier aura un bon rendement. Vous aurez, si vous mettez 1 mètre de chute pour 6 mètres de refoulement, vous aurez une certaine quantité d'eau refoulée. Si maintenant vous mettez 2 mètres de chute pour toujours 6 mètres de refoulement, vous aurez le double de quantité d'eau remontée. Voilà. En gros, c'est pas... Bon, je sais pas, ce sont des chiffres donnés comme ça en gros, mais c'est à peu près ce qui correspond à la réalité. Voilà, voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.